L'éducation de qualité et les nouveaux numéros ou les nouveaux thèmes de grand angle environnemental. Et pour en parler, nous recevons le secrétaire général académique de l'ISSD à Kassangoulou. Il s'appelle M. Giros Mounongo, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien par la grâce de Dieu. Alors, avec vous, nous allons parler de l'éducation de qualité. Comme vous êtes la personne habilitée et qui œuvre dans le secteur de l'éducation, vous allez nous parler de quoi s'agit-il? L'éducation de qualité, je dirais que l'éducation, c'est déjà la transformation de quelqu'un sur plusieurs plans, entre autres sur les plans professionnels, mental et à plusieurs secteurs, c'est-à-dire développer les capacités de quelqu'un. Et quand nous disons éducation de qualité, c'est-à-dire une éducation qui respecte les normes de l'éducation. Et là, je sais que chaque pays a sa manière de voir, a ses objectifs derrière l'éducation, mais d'une manière générale, le respect des normes établies en amont, c'est ce qu'on peut appeler en d'autres termes cette éducation de qualité. Alors, lorsque nous parlons de l'éducation de qualité, réellement, l'éducation contribue ou peut contribuer au développement? Bien sûr, sans l'éducation, je ne vois pas comment un pays peut se développer. Sans l'éducation, sans avoir des personnes formées, c'est difficile de parler du développement déjà. Comment l'éducation peut contribuer au développement? Déjà, l'éducation contribue au développement parce que pour essayer de déclencher le développement dans une communauté, on a besoin de personnes dans plusieurs domaines pour concrétiser, matérialiser ces développements. Ici, nous appelons développement la satisfaction d'une manière, la satisfaction durable, donc une amélioration des conditions de vie d'une manière durable. C'est ce que nous appelons développement. Donc, c'est-à-dire, on a un problème quelque part, il y a un état d'insatisfaction et il faut arriver à produire l'état de satisfaction. Et pour quitter cet état d'insatisfaction, arriver à l'état de satisfaction, l'état positif que la communauté, que le bénéficiaire espère, on a besoin de personnes qui puissent travailler dans le cadre de projets. Et quand on parle de projet, vous voyez qu'il y a plusieurs compétences qui s'associent. Donc, comment on peut parler de compétences si en amont les gens n'ont pas été formés? Donc voilà que sans l'éducation, il est quasiment impossible de pouvoir parler du développement. Vous voulez souligner que l'éducation est le socle du développement. Alors, mais pour réaliser ou pour arriver à ces points d'éducation de qualité, il faut des institutions, il faut des personnes. Vous pouvez quand même nous parler des institutions habilitées à porter cette éducation de qualité. Oui, déjà, l'éducation de qualité, ce n'est pas quelque chose qui peut s'improviser. Quand vous regardez dans les objectifs du développement durable, les 4e objectifs, c'est-à-dire l'accès à une éducation de qualité, vous allez voir qu'on est en train d'insister même sur le fait que l'éducation doit commencer. L'accès à une formation, à une éducation préscolaire, il y a même une insistance là-dessus. C'est-à-dire ça ne s'improvise pas. Pour que l'enfant soit à mesure de tirer les profits, de tirer vraiment les profits de sa formation à l'école primaire, il faudrait déjà qu'en amont cet enfant soit préparé. Et de même, pour qu'un enfant soit à mesure de bien tirer profit de l'enseignement au niveau secondaire, il faudrait que celui-ci soit très bien préparé au niveau primaire. Et pareil pour l'université et même pour les études post-universitaires. Donc voilà un peu, il y a, c'est toute une chaîne déjà depuis les maisons, en famille, c'est de là que ça doit commencer. Les parents ont beaucoup à faire dans le cadre de l'éducation, la formation. L'enfant doit être préparé à accepter l'école et au niveau de l'école, là aussi un grand travail doit se faire. Malheureusement aujourd'hui au Congo, il se passe beaucoup de choses. Je pense qu'on fera, tout le monde à son niveau essaiera de donner le meilleur de manière à ce que le résultat que nous attendons puisse être la résultante de ces efforts isolés que tout le monde pourra réaliser à son niveau. Et quand l'enfant est bien préparé au niveau primaire, au niveau secondaire, le choix est facile. Ils peuvent facilement exceller. Et quand on excelle à l'université, vous allez voir que la base, aujourd'hui on a des sérieux problèmes à l'université. Vous allez recevoir des enfants. Rares sont ces étudiants qui écrivent normalement, qui écrivent correctement en français. S'exprimer, ça, ce n'est pas
Ça, on peut apprendre, hein, déjà à la maison et tout ça, mais arriver à développer ses idées en français, écrire et tout ça, vous allez voir que ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que peut-être la base pose déjà un tout petit peu problème. Donc, il y a des défis majeurs à ces niveaux et ce sont des défis à relever. On doit travailler encore plus sur ce secteur. Donc, c'est un peu ça. Là, c'est vraiment, je dirais, ça, c'est ce qui est normal. Primaire, secondaire, universitaire, mais il y a aussi des centres de formation. Tout le monde n'est pas appelé à développer ses compétences suivant la voie traditionnelle, la voie normale, la voie classique. Il y a de ceux qui optent pour des centres de formation et des formations de capacitation. Il y en a. Et là non plus, ce n'est pas un problème. On peut développer des compétences de multiples manières. Vous venez de parler de quelque chose de très important. C'est l'éducation doit commencer au niveau post-scolaire, donc avant d'abord des écoles. Et là, vous avez fait allusion à la famille comme la cellule de base par laquelle l'éducation doit commencer. Mais de quelle manière, est-ce que vous voyez, vous, comme nous sommes ici au Congo central, particulièrement à Kassangoulou, vous voyez aussi les citoyens du Congo central entretenir très bien les familles pour assurer vraiment l'éducation des enfants? Bon, là, nous sommes précisément à Kassangoulou, s'il faut qu'on les précise. Et à Kassangoulou, nous sommes une cité urbano-rurale. Comprenez qu'il y a une partie qui se comporte comme si on était en ville, et puis l'autre partie, c'est comme si on était vraiment au village. Et il y a deux réalités. Ceux qui sont dans la cité, ceux qui ont subi cette forte influence de la ville, n'ont pas assez de problèmes. Ils comprennent. Ils savent que quand un enfant atteint un certain âge, il doit commencer les études et que c'est une obligation, c'est un devoir pour les parents. Mais je sais par expérience, certains projets, on a aussi des informations. Dans certains coins, ce n'est pas facile. Certaines personnes n'ont pas encore compris l'importance de l'éducation. Pour eux, c'est à peine une formalité. On peut devenir grand. Il y a des exemples, malheureusement, de gens qui sont devenus grands sans pour autant passer par le banc de l'école, sans pour autant faire des formations. Donc avec des capacités innées qu'ils les développent et tout ça. Ça aussi, ce sont des exemples pourtant vrais, mais qui ne soutiennent vraiment pas ce qu'on souhaiterait, parce que nous savons tous que même si on a des capacités innées, la formation développe, donc te permet de produire au-delà de ce que tu pouvais produire avec tes capacités innées. Donc voilà un peu. Ici à Kassangoulou, je sens, ça va quand même, les gens se battent, les gens essaient de faire ce qu'ils peuvent avec avec leur pouvoir d'achat déjà faible, mais je pense que nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons encore beaucoup à faire. Nous devons remettre l'éducation au centre des débats. Et là, c'est d'une manière générale, parce que Kassangoulou, c'est aussi les reflets de la République démocratique du Congo, d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'il y a encore un travail à faire. Nous les sentons, nous qui sommes dans l'enseignement supérieur, là, on peut encore très bien les sentir. Au niveau secondaire, les enfants partent, l'école c'est comme un endroit où on peut aller se récréer, on est avec des amis, nous partons, c'est comme ça, c'est la vie, il faut se réveiller le matin, partir à l'école, rentrer et tout. Mais à l'université maintenant, vous ne sentez pas, nous sommes la première institution d'enseignement supérieur à Kassangoulou, nous sommes la première, alors c'était difficile, mais nous travaillons de manière à faire voir aux gens que faire l'université, étudier, développer ses capacités, c'est quelque chose d'important et c'est l'unique voie, je dirais la meilleure voie par laquelle on peut atteindre un développement durable. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre émission Grand Angle Environnemental où nous parlons de l'éducation des qualités avec le secrétaire général académique de l'ISSD à Kassangoulou. Monsieur l'académique, nous revenons à vous parce que vous venez d'évoquer les institutions. Là, vous nous avez cité les familles, les écoles maternelles, primaires, secondaires, jusqu'à l'université, voire les centres de formation. Mais il y a aussi des personnes qu'on appelle les clés pour l'éducation des qualités, qui sont vraiment chargées de l'éducation ou qui doivent faire en sorte qu'il y ait l'éducation des qualités. Bon, les personnes clés, déjà comme j'ai dit, la base d'abord c'est la famille.
en tant que responsables, parents, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas prendre l'entière responsabilité, reposer sur les épaules des enseignants. Et aussi, ce sont des acteurs très importants, mais je pense qu'avant tout, les premiers acteurs, c'est d'abord les parents. La famille doit être les cadres qui préparent l'enfant pour, comme je dis, une préparation préscolaire pour embrasser les enseignements. Et quand on est dans le bain, quand on comprend déjà l'importance, là je sais que ça va aller, ça pourra aller sans problème. Maintenant, au niveau des écoles, je dirais, il y a d'abord l'organisation de l'école. Quand je dis organisation, c'est-à-dire la direction. La direction, c'est aussi, ce sont des acteurs importants. Ce sont ceux qui constituent cette direction, ce sont des acteurs importants. Mais ceux qui sont directement en contact avec les élèves ou bien les enfants d'une manière générale, ce sont des enseignants. Les enseignants sont des acteurs importants. Et que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire, que ce soit à l'université, quand on a des enseignants de qualité, alors là, il n'y a pas de problème. La formation est assurée, la formation est de qualité. La formation sera de qualité lorsqu'on a des personnes aussi de qualité. C'est ce que nous sommes en train de comprendre par vos interventions. Mais c'est l'académique aussi, dites-nous, les sources de motivation pour qu'une personne devienne aussi la personne de qualité. D'où viendraient les motivations? Voilà, comme nous disons en management, qu'un besoin non satisfait demeure une source de motivation. D'abord, c'est ça, l'enseignement, ou bien tout travail, toute personne embrasse premièrement un travail dans l'objectif de s'améliorer, améliorer ses conditions de vie. Nous livrons, nous fournissons nos services dans l'objectif de pouvoir gagner un salaire. Ça peut être la première source de motivation. Et à part cette source de motivation, il y a aussi la passion. L'enseignement, ce n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, ceux qui œuvrent dans ce secteur en RDC, vous allez voir que c'est d'abord la passion qui domine. L'amour du métier, c'est ce qui domine parce que du côté motivation, du côté paiement, là, on peut se dire, on ne peut pas se voiler la face que ça ne rapporte pas grand-chose. Ça ne rapporte pas grand-chose, mais au moins, je pense que les deux principales motivations sont celles-là. D'abord, les salaires et à part les salaires, la passion. Je pense que celui qui aime l'enseignement est attaché à l'enseignement, ne regarde pas ce qu'il gagne ou pas, peu importe ce qu'il peut gagner, il est tellement dans ça, il aime ça. C'est comme un footballeur, qu'il gagne ou pas, il est toujours sur les terrains, c'est ça sa vie. Et je pense que pour les enseignants, généralement, c'est ce qui prédomine. Alors maintenant, lorsqu'ils font une passion, c'est comme un auteur a dit, être enseignant n'est pas un métier, mais c'est une vocation. Lorsqu'ils appliquent ça avec la vocation, mais ils doivent aussi se retrouver. Bon, nous venons de suivre aussi dernièrement avec le programme lancé des 100 jours du président de la République, où il va vraiment s'attaquer au secteur de l'enseignement. Tout ça, c'est pour améliorer les conditions de vie. Mais notre plus grande préoccupation demeure et que ceux qui ont fait les mauvais parcours scolaires et académiques et qui terminent des études, comment ils sauront assurer l'éducation de qualité à l'avenir? C'est ça. Ça, c'est vraiment un vrai problème. Parce que nous, en projet, dans les domaines des projets, nous disons la qualité aujourd'hui, c'est la viabilité demain, c'est la durabilité demain. Alors que nous savons que la viabilité, c'est la pérennisation des acquis. Ce que moi j'ai gagné aujourd'hui, c'est ce que je transmettrai demain. Alors si la base n'est pas bonne, qu'est-ce que je vais transmettre? On dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est là le problème actuellement. C'est vraiment ça le problème. Je pense que c'est un problème, mais en tant qu'un expert en projet de développement, vous savez que nous, quand on voit un problème, ce n'est pas le problème que nous voyons, c'est la solution. La solution, c'est l'opposé au problème. Quand on dit que la formation n'est pas de bonne qualité et tout ça, la solution, c'est qu'il faut chercher, c'est une formation, disposer une formation de qualité. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que derrière ça, il y a lieu de pouvoir améliorer. On doit faire un effort
pour ceux qui sortent avec ces problèmes, avec ces déficits, nous devons considérer que c'est déjà consommé. Mais vu que nous n'allons pas créer d'autres cadres aujourd'hui, ce sont nos cadres pour demain, ce sont des gens qui seront engagés dans cette lutte pour le développement du pays. Je pense qu'on doit réfléchir dans le sens de mettre sur pied des projets d'amélioration de leurs capacités. Moi, je pense que c'est tout ce que nous avons à faire pour le moment. Et quand ils ont des capacités améliorées, quand ils sont renforcés, je pense qu'ils nous serviront. Ils nous serviront et ça pourra quand même être bénéfique pour demain, pour la relève. Donc, c'est très important. Alors, monsieur l'académique, on vous accuse que vous qui êtes dans les universités, vous êtes à la base de tous ces résultats qu'on rencontre sur le terrain. Avec le phénomène d'ailleurs, aujourd'hui, on ne peut pas vous apprendre ça, des branchements, des connexions, de tout ce que vous comptez, que si vous n'achetez pas des syllabes, si vous ne passez pas et tout cela. Ces mêmes réalités aussi sont vécues ici chez vous à l'ISSD? Je dirais non. Il y a eu un temps, l'ISSD a été créé en 2004. En 2004, au début, l'ISSD s'est un peu comporté comme toutes les autres institutions. Mais comprenez que l'ISSD est une initiative d'un homme dédié. Avant tout, c'est un pasteur, le révérend pasteur Debodwe Melomeka. Et déjà dans sa philosophie, il voulait faire la promotion des valeurs chrétiennes dans l'université. Et comprenez que quand il dit promotion des valeurs chrétiennes dans l'enseignement supérieur, c'était justement éradiquer ces antivaleurs. Alors depuis lors, après ces années-là, donc je dirais après les 3 ou 4 premières années, nous sommes lancés dans la lutte contre ces antivaleurs. Je peux aujourd'hui vous dire, par exemple, je peux briefer nos approches dans la gestion des cotes, par exemple. L'ISSD a développé toute une approche de gestion des cotes que nous appelons l'approche GAC, donc gestion anonyme des cotes. Qu'est-ce qui s'est fait à l'ISSD? À l'ISSD, nous avons un système d'anonymat et nous avons une application qui nous aide sur ça. À l'ISSD, les enseignants composent leurs examens, ils nous déposent les questionnaires en nombre important. On vous dit par exemple déposer 50 questions. Et dans les 50 questions, l'équipe chargée, l'équipe qui s'occupe de l'organisation de la session. Dans cette équipe-là, vous trouvez déjà le secrétaire général académique, vous trouvez les DG lui-même, vous trouvez les chefs de section et quelques enseignants. Dans cette équipe sera obligée, on va tirer quelqu'un au hasard la veille, à quelques minutes du début de l'examen. Cette personne aura pour la responsabilité de choisir au hasard quelques questions de la banque des questions déposées par l'enseignant. Et ces questions-là, ce sont des questions qui seront posées. Donc, comprenez déjà qu'avec cette manière de faire, il est difficile de pouvoir dire qu'il y aurait possibilité de fuite. Parce que là, c'est vraiment étouffé. Ce n'est pas possible. Mais à part ça, il y a un autre élément, la correction. À ce niveau aussi, les bêtises peuvent suivre. Et nous avons été prudents. En amont, on est proactif. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Nous codons. Nos papiers sont codifiés. Avec le code, les enseignants qui corrigent ne voient pas les noms des étudiants, seulement les codes. Seulement les codes. Et les étudiants connaissent, nous avons tout un règlement intérieur qui accompagne ces mesures. Et dans les règlements intérieurs, il est strictement interdit aux étudiants de pouvoir utiliser un stylo de couleurs différentes que la couleur bleue. Donc avec ça, il n'y a même pas moyen que l'enseignant détecte ça, c'est quel étudiant et tout ça. Et puis il y a un travail qui se fait en amont. S'il y a des signes suspects et tout ça, on écarte. Donc c'est toute une série de formations, de conscientisations. Nous, chaque année, nous sommes là devant les étudiants pour leur montrer comment est-ce que les choses se font. Quand on termine, ces papiers doivent entrer dans la base de données. Il y a un formulaire prévu pour ça. Dans ces formulaires, nous prenons seulement les codes, on tape. Et quand vous saisissez, automatiquement,
toutes les formalités sont faites, tous les calculs et vous avez un état final. L'état là, c'est les relevés des cotes qui vous produit les résultats de l'étudiant, qui vous produit aussi la mention de l'étudiant et tout ça. Mais à ces premiers niveaux, l'État ne vous produit pas les noms de l'étudiant. Donc, ce qui vous oblige à faire aussi la délibération sans nom. Mais avant de faire la délibération, quand l'équipe chargée à encoder finit son travail, qu'est-ce que nous faisons? Il y a un audit qui s'est fait. Dans l'audit, le principe, c'est qu'il faut prendre un nombre de papiers au hasard. On peut prendre par exemple sur une promotion des 100 étudiants, nous prenons par exemple 20 papiers au hasard pour vérifier si les codes qui sont dans la base de données sont conformes aux codes qui sont sur les papiers. Et si c'est correct, c'est alors qu'on peut passer maintenant à la délibération. Voilà, c'est toute cette procédure. Là, c'est en rapport avec des examens. Mais il y en a aussi. Si vous voyez par exemple chez nous, en ce qui concerne les stages, contrairement à ce qui s'est fait ailleurs, à l'ISS, avant de partir en stage, d'abord nous avons ce qu'on appelle les ateliers. Donc des formations pratiques. Les étudiants sont préparés avant d'aller. Mais avant de partir, il y a des évaluations. Il y a tout un jury. Dans les jurys, le principe, c'est que 3 membres et puis un secrétaire, les 3 membres, chacun va coter d'une manière secrète, chacun cote. Et à la fin, nous allons voir, les cotes qui s'écartent trop de la moyenne sont totalement rejetées et les autres sont prises en compte. Et à la fin, l'étudiant qui n'a pas atteint 6 sur 10 est soumis à la remédiation. La remédiation, c'est-à-dire nous allons voir là où il a des lacunes, on renforce encore la capacité. Et après ça, il sera réévalué pour la deuxième fois. Quand cet étudiant sera évalué, on va voir s'il fait plus de 6, tant mieux, il part en stage. Mais au cas contraire, il est retenu. Il passe son stage dans des institutions qui sont ici à Kassangoulou, aux environs. Et là, ça permet qu'il y ait un suivi permanent. C'est ce qui fait aujourd'hui que nos étudiants, partout où ils passent en stage, sont vantés. Donc voilà, je peux vraiment me féliciter. Je sais que c'est difficile de dire à 100%, c'est impossible, il n'y a pas fraude ici. Mais je suis quand même sûr, je pense que si vous posez des questions aux étudiants, aux enseignants, ils vous diront qu'ici, le système est maîtrisé. C'est vraiment maîtrisé. Donc, avec tous ces éléments que vous venez de prélever, vous pouvez nous dire que c'est possible d'avoir une éducation de qualité au cours? C'est possible d'avoir une éducation de qualité. Moi, je pense que ça part d'abord c'est d'abord la responsabilité, c'est d'abord, je dirais, l'éthique des gestionnaires. C'est à notre niveau. En tout cas, si nous prenons les choses au sérieux, si nous nous engageons, avec des approches beaucoup plus directes comme les approches utilisées à l'ISSD, vous verrez que c'est plus facile. Ça peut facilement marcher. En tout cas, nous, on a osé. Au départ, il y a eu quand même des problèmes parce qu'il y avait, on doit se le dire, il y a des gens qui étaient mécontents. Mais finalement, c'est adopté par tout le monde et ça marche très bien. Et si ici, ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs? Donc moi, je dis que c'est vraiment possible qu'on ait une éducation de qualité en RDC. C'est possible d'avoir une éducation de qualité, mais aussi, lorsque nous parlons de tous ces éléments, nous voyons aussi un coût pour cette éducation. Ou même avec les moyens d'abord, on peut y arriver à avoir cette éducation de qualité. Bon, on dit l'abondance ne nuit pas. Les subventions, oui, ça peut venir, mais je peux vous dire, l'ISSD a été créé en 2004 et aujourd'hui on est en 2019, c'est déjà 15 ans d'existence. Et tout ce que nous avons dans ces 15 ans, nous n'avons jusqu'à présent reçu aucun financement. Tout ce que nous faisons, c'est avec nos maigres moyens. La bonne gestion, les paiements des étudiants. Déjà, quand vous vérifiez même nos frais académiques, ce n'est pas à la hauteur des frais académiques demandés à Kinshasa. Donc, vous verrez qu'on est abordable, mais on fait un effort. Moi, je pense que d'abord, il faut avoir une approche, il faut avoir une vision de développement, il faut avoir la maîtrise, il faut intégrer l'approche projet dans la gestion quotidienne. Là aussi, c'est très important. Et à part ça, avoir de la bonne volonté. Quand on a de la bonne volonté, on peut avancer avec ou sans subvention de l'État. On peut avancer. C'est vrai que les rythmes ne peuvent peut-être pas être le même. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, l'ISSD, si nous avons l'aide, si on a un partenariat ou bien une aide extérieure, je pense qu'on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. On ira encore très loin. Voilà, peut-être les rythmes pourra changer, mais avancer, faire un pas de plus chaque année, c'est possible même sans subvention de l'État, c'est possible de le réaliser, c'est possible. Non, tout ce que nous avons ici, c'est sans aide extérieure et ce n'est pas avec un effectif
important. On a un effectif normal. Dans nos auditoires, quand vous entrez, ce n'est pas beaucoup d'étudiants. Mais on réussit quand même à faire difficilement, mais vu qu'il y a la bonne volonté, on les fait. On les fait quand même. Et lorsque nous parlons de l'éducation de qualité, là, c'est seulement l'apprentissage où vous amenez aussi, il faut amener les étudiants à l'esprit de la créativité. La créativité, parce que l'État peut faire ce qu'il peut faire, mais je pense quand même que ça sera beaucoup plus subjectif de penser que dans 2 ou 3 ans, l'État pourra absorber les taux de chômage, par exemple. Ou bien l'État pourra être en mesure de régler tous les problèmes que la communauté, que la population en RDC connaît. Non, je ne pense pas. Je pense qu'à au niveau de l'université, il faut préparer l'étudiant à toutes les éventualités. Donc voilà, la créativité, il faut préparer l'étudiant à toutes les éventualités. Tu peux aujourd'hui terminer les études, comment tu peux t'organiser dans la vie, l'entrepreneuriat par exemple. Donc en tout cas, nous travaillons dans tous les secteurs, on se bat, mais l'étudiant doit être préparé. La créativité, en tout cas, il faut à tout moment avoir des innovations. Je sais que peut-être si Dieu permet, la prochaine émission, nous pourrons exposer tous les fruits de nos innovations. Vous verrez toutes nos innovations et vous verrez comment est-ce que nous sommes en train de travailler. Je peux peut-être annoncer ici, déjà en dehors de tout ce qu'on a cité comme innovation, il y a une latrimis, donc c'est-à-dire latrine mobile hygiénique sèche que nous venons de mettre sur pied. Là aussi, vous allez voir que c'est un projet à la fois de développement qui aide beaucoup, qui va absorber peut-être les chômages si on est soutenu pour le faire à un niveau, disons, à une quantité importante. Mais déjà, ce sont des innovations, vous verrez, vous allez beaucoup aimer. Donc nous travaillons dans ce sens, c'est beaucoup important. Nous travaillons dans le sens le plus important. Et ici, l'élément aussi à relever, c'est qu'il y a les défis dans ce secteur d'éducation. Vraiment faire face à beaucoup de défis. Quels sont les défis d'abord de manière générale par rapport à ce secteur d'éducation? Parce que vous êtes là depuis longtemps et puis vous assumez une haute responsabilité à l'université, secrétaire général académique. Donc vous maîtrisez beaucoup de choses dans ce secteur d'éducation. Quels sont les grands défis d'abord de manière générale et de manière particulière par rapport à l'université? Les défis, c'est aussi ça les paradoxes déjà je dirais. À l'université, nous devons toujours chercher à produire la qualité supérieure, sachant que les parents n'ont pas de moyens pour couvrir toutes les charges liées à cette qualité que nous cherchons. Donc c'est quand même un grand défi. C'est un défi, ça fait appel à beaucoup de réflexions. Il faut toujours trouver des voies et moyens. Aujourd'hui, on a beaucoup d'opportunités. Ce que nous ne pouvons pas faire à notre niveau, il y a l'Internet qui a facilité beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des partenariats avec des universités étrangères. Ces partenariats sont beaucoup fructueux aussi. Ça contribue efficacement. Il y a aussi d'autres partenariats. Donc, quand je dis l'enseignement de qualité, il y a d'un côté les acteurs, comme on a dit, mais il y a aussi des matériels qu'il faut utiliser. Il y a des matériels qu'il faut utiliser. Il n'est pas toujours facile de pouvoir réunir les tout. D'un côté, infrastructure aussi, parce que pour qu'il y ait un enseignement de qualité, il faudra aussi qu'il y ait des infrastructures de qualité. Il y a tout ça, il y a beaucoup de défis. Enseignants de qualité, infrastructures de qualité, tout ça, ce n'est pas une mince affaire, mais au moins, il faut les faire, il faut réfléchir, et nous exploitons toutes les opportunités devant nous pour essayer à produire de la qualité. Donc c'est ce que nous faisons. Parmi les éléments que vous venez d'évoquer, il y a, ou qui peuvent contribuer à l'éducation de qualité, parmi les choses, tant d'autres, il y a des bibliothèques, il y a aussi des bibliothèques à partir de l'Internet pour faciliter les recherches. Est-ce que la population de Kassangolo a cet accès facilement aux bibliothèques et à l'Internet? Bon, aujourd'hui, l'Internet, je pense que c'est une évidence. Seulement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le problème. Parce qu'Internet, c'est tout le monde qui est sur Facebook, c'est tout le monde qui est sur WhatsApp et tout ça. C'est tout le monde qui utilise l'Internet pour le moment. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est maintenant ça le problème. Mais l'accès, je peux dire que oui, la population de Kassangolo a accès à l'Internet maintenant avec les téléphones, mais c'est pour en faire quoi? Par rapport aux bibliothèques,
je dirais, je ne sais pas. Kasangoulou, accès à des bibliothèques, mais je dirais à notre niveau, chez nous, nous avons quand même une bibliothèque riche, propre à l'Institut. On a une bibliothèque riche. C'est une bibliothèque ouverte à tout le monde. Quelqu'un de la cité qui veut nous visiter peut aussi passer, mais pour être sincère, nous ne recevons pas beaucoup de cas de l'extérieur. C'est rare de voir quelqu'un venant de la cité venir faire des recherches dans notre bibliothèque. C'est plus nos étudiants et nos enseignants. Donc c'est un peu ça. Et comme j'ai dit, il y a aussi des bibliothèques virtuelles. Là où nous nous sentons limités, il y a des cartes bancaires qu'il faut utiliser, acheter certains ouvrages en ligne, imprimer s'il le faut, si vous ne pouvez pas imprimer, mais au moins laisser l'accès aux étudiants. Quand un étudiant arrive, il cherche tel livre et ne trouve pas, il peut aller sur Google, il le trouve. S'il faut payer quelque chose, on les fait comment on appelle ça, par des cartes Visa et comme ça, par les voies électroniques bancaires, on les fait, on achète et tout ça. Donc déjà de ces côtés-là, l'accès à notre niveau, ce n'est pas un problème. Par rapport à la communauté, bon, là, ça reste à vérifier. Comme la population n'est pas aussi habituelle à cette culture-là, alors lorsque nous prenons tous ces éléments que nous parlons, parce que l'objectif 4 que vous avez aussi relevé avec nous, que ça doit être atteint à l'horizon 2030. Est-ce que vous voyez la RDC telle que nous sommes là, atteindre cet objectif d'ici 2030? Tout est une question de volonté. C'est une question de volonté. Je pense que la volonté, associée à la volonté, une gestion responsable, je pense que ce n'est pas impossible. C'est un défi intéressant. Moi, en tout cas, c'est ce que je pourrais dire, c'est un défi intéressant. Et si nous voulons, nous pouvons le faire. Si nous voulons, nous pouvons le faire. Et seulement, ce n'est pas vraiment évident, ce n'est pas avoir la complexité du contexte actuel, je ne sais pas. Je pense que ça revient plus aux décideurs de pouvoir promouvoir un cadre qui puisse motiver les initiatives comme l'ISSD et d'autres initiatives. Protéger ceux qui viennent avec des initiatives positives, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, ce n'est pas 2030, c'est quand même beaucoup d'années. On peut arriver à produire des miracles avec tout ce que nous avons. Mais est-ce que ceux qui viennent avec des initiatives dans ce sens sont protégés, sont encouragés ou bien sont découragés? C'est là le problème. Parce que l'entrepreneuriat au Congo, si je dois prendre ces secteurs, parce que moi je suis dans l'enseignement privé, si je dois prendre ces secteurs, l'entrepreneuriat au Congo n'est pas vraiment protégé. C'est pas facile. C'est pas facile d'être entrepreneur en RDC. C'est beaucoup de difficultés. Chaque jour, nous faisons face à des nombreux problèmes, taxes et consorts et tout ça. Et il faut avoir des nerfs solides. Donc, je pense que si l'État peut voir par rapport à l'enseignement, de quelle manière nous pouvons être subventionnés ou bien de quelle manière on peut nous alléger certaines responsabilités. Je prends le cas de la SNEL. Vous allez voir par exemple un institut supérieur ici, nous tout ce que nous pouvons utiliser comme matériel utilisant l'électricité, c'est seulement des ordinateurs et puis des lampes. Mais quand vous regardez nos factures, vous sentez qu'on n'est pas aidé. Quand vous regardez la régie des eaux, déjà l'ISSD Kassangou, nous n'utilisons plus l'eau de la régie des eaux depuis des années. Donc voilà qu'on est quand même dérangé, mais vu qu'on a cet esprit du développement, on sait toujours contourner des difficultés. On les contourne, on avance, mais je pense avec l'aide des décideurs, 2030, ce n'est pas si difficile. Voilà. Si nous comprenons très bien, il y a aussi les ennemis de l'atteinte de cet objectif. Mais c'est que si nous regardons ce que vous venez d'expliquer, c'est nous-mêmes qui sommes les ennemis. Voilà, les intérêts égoïstes par moment. Comme nous disons en développement, il y a des parties touchées positivement par les problèmes et des parties touchées négativement par les problèmes. Donc, tout ce que nous connaissons pour le moment, il y a des ceux qui en profitent. Alors, ceux qui en profitent, est-ce qu'ils sont prêts à lâcher pour que la grande communauté puisse en tirer profit? C'est ça maintenant aussi la question. Donc, parmi nos ennemis, il y a nous-mêmes aussi. Il y a nous-mêmes.
Et moi, je pense que si au niveau des décideurs, il y a un changement, il y a des procédures beaucoup plus claires, il y a une politique assez ouverte à tout le monde, il y a une égalité à un certain niveau des avantages, moi, je pense que tout pourra bien marcher. Il n'y aurait vraiment pas un problème. En tout cas, à voir, ça c'est vraiment mon point de vue personnel, à voir comment est-ce que nous avançons, c'est que nous arrivons à produire difficilement, mais c'est qu'on réussit à produire chaque année. Je pense que 2030 c'est beaucoup, papa. 2030 c'est beaucoup. Déjà, nous autres ici, ce qu'on attend, ce n'est pas que nous sommes en train de refuser l'aide extérieure. Nous en avons besoin. Si l'État doit intervenir, en tout cas, nous allons attendre cette aide-là, les bras vraiment ouverts. Nous attendons, mais en attendant, tout ce qu'on veut, c'est être sécurisé, être calme. Et voilà. Je peux, par exemple, vous allez voir même, vous êtes venu aujourd'hui, vous avez vu dans quel état nous sommes. Ouais. Entouré par la police et tout ça. Pourquoi? Parce que une autre institution voisine veut à tout prix venir casser ici chez nous. Et pendant ce temps, quelle est l'implication de l'État? Vous ne sentez pas? Déjà, 4 reprises, on a été attaqué. Nous avons perdu beaucoup. Là où on devrait passer, donc vous faites un pas en avant, vous reculez de 4 pas. Ça ne nous avantage pas. Mais qu'est-ce que l'État fait? Cette impunité aussi. Donc c'est comme ça que j'ai dit, on n'est pas protégé. Atteindre ces objectifs d'ici 2030, on peut même réussir avec, on peut même minimiser cette durée s'il est faux, mais il faudrait d'abord qu'on soit aussi protégé, se sentir à l'aise, qu'on avance comme il faut, et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Nous pouvons aborder le part des responsabilités dans l'atteinte de cet objectif, qui est la 4e objectif du développement durable. Mais si vous pouvez quand même nous énumérer qui sont le premier responsable, ceux qui suivent et les autres, quelle est aussi leur contribution par rapport à cette éducation de qualité. Donc les acteurs par rapport au sens des responsabilités pour atteindre ces objectifs. Voilà, pour atteindre les objectifs, là on est quand même au niveau du pays d'abord. Parce que moi, je me dis que tout ce que nous faisons, l'État doit comprendre aussi que c'est à son avantage. Parce que quand ça marche bien, l'image du pays aussi change. On sera félicité. Aujourd'hui, on n'a pas à se voiler les visages pour dire comment est-ce que l'enseignement en RDC est considéré, notre cote par rapport aux autres pays, surtout l'enseignement universitaire, supérieur universitaire. Je pense que l'État doit d'abord endosser cette première responsabilité. Ça, les gouvernants doivent le savoir. À part ça, il y a, je dirais, ce qui œuvre dans les secteurs aussi. Nous ne pouvons pas non plus tout rejeter à l'État. Nous avons notre part de responsabilité. Nous ne devons pas réduire l'enseignement des qualités. Vous savez, il y a quelque chose qui me fait mal par moment. Moi, je les partage avec des étudiants. Vous verrez dans d'autres institutions, on est plus à l'aise à dire cet étudiant est faible. Les étudiants aujourd'hui ne sont pas intelligents. C'est facile. Mais laissez-moi vous dire que moi, je perçois cela comme étant un peu une irresponsabilité de notre part. Parce que quand ces étudiants viennent chez nous, c'est parce qu'ils ne sont pas encore devenus ce qu'ils souhaitent devenir, qu'ils sont venus chez nous. Nous devons les transformer en ce qu'ils veulent. Alors, nous ne pouvons pas nous dire qu'ils sont faibles, mais au contraire, nous devons développer des approches, des manières à les rendre des livrables qui seront consommés, à les rendre, à les transmettre les compétences qu'ils sont en train de chercher. Donc moi je dis que les organisateurs, les institutions ont aussi leur part de responsabilité. À part ça, les étudiants eux-mêmes. Les étudiants eux-mêmes aussi. Aujourd'hui, le monde est ouvert. L'Internet est là, l'Institut peut être limité quelque part, mais ça ne t'empêche pas de pouvoir aller de l'avant. Nous disons que d'habitude les universités disent nous ne formons pas, disons, nous ne voulons pas des gens
qui cherche des diplômes, mais nous voulons des diplômés. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment la matière en lui, qui peut se promener même sans diplôme et se défendre comme il faut. C'est ce que nous souhaitons en premier. Et là, c'est aussi à l'étudiant. Moi, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, on peut chercher les meilleurs professeurs du monde, on les place là-bas. Mais l'effort qui doit être fait par l'étudiant, fourni par l'étudiant pour tirer profit de la présence de ces enseignants doit être fait pour que l'étudiant en tire profit. Sinon, c'est rien. Sinon, c'est rien. Donc, je pense que l'étudiant, lui aussi, a une forte responsabilité. À part ça, la communauté. Je prends les parents, les voisins, je prends tout le monde comme étant la communauté. Nous devons aussi comprendre l'importance des universités autour de nous et aussi encourager. Quelle est aujourd'hui la définition de l'étudiant? Aujourd'hui, le mot étudiant est pris dans un sens péjoratif. Quand on dit étudiant, certaines personnes se disent voyous. Vous comprenez? Ce sont des images à changer. Ce sont des images à changer. Et tout ça pourra donner plus de responsabilités à ces étudiants, pourra changer beaucoup de choses dans les futurs. Les organisations, donc d'une manière générale, dans les universités, écoles et tout ça, responsables, il y a les apprenants, étudiants, élèves, tout ça, ont leur part des responsabilités. Et puis la communauté, parents et consorts, ils ont aussi leur part des responsabilités. Nous tendons vers la fin, monsieur l'académique. Nous venons de développer un thème très important qui est l'éducation de qualité. Peut-être il y a une question que nous n'avons pas pu poser, mais vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Une question que vous n'avez pas posée, je sais que ça ne manquera pas. On a tellement de choses à dire qu'on peut toujours trouver, mais je pense que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit et donc voilà un peu. Je pense que l'essentiel a été dit et si jamais on aurait des thèmes à développer encore beaucoup plus à profondeur, nous sommes là à votre entière disposition et je sais que vous êtes là aussi pour nous. On peut vous atteindre à n'importe quel moment. Merci. Voilà, Grand Angle a eu le réel plaisir de parler sur l'éducation de qualité. Et il y a quelqu'un qui nous a fait honneur. Et nous sommes allés dans un secteur d'éducation. Nous sommes rendus à Kassangoulou pour parler avec le secrétaire général de l'académique, M. Chiras Mounongo, qui nous a fait énormément de la joie en nous expliquant en long et en large sur ce thème basé plus sur l'éducation, qui est un objectif à atteindre à l'horizon 2030. Mais c'est que nous vous disons merci. C'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup. Voilà, c'était là le numéro de Grand Angle Environnemental qui est allé jusqu'à Kassangoulou pour parler de l'éducation de qualité. Et là, en plus, nous sommes allés chercher des personnes ressources. Quelles sont les personnes ressources? Le secrétaire général académique de l'Institut supérieur des sciences et de santé et développement qui nous a parlé et vous avez suivi avec nous. Et si vous avez aimé, dites merci à tous ceux qui l'ont réalisé, Redi Mouvoumou et Rodrigue et Bonda. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.